est peut-être déjà arrivé, ressentir un vertige, un déséquilibre. Pour certains, c'est invalidant au quotidien. On se concentre sur ce symptôme aujourd'hui dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour docteur Maya Elziar. Bonjour. Vous êtes médecin ORL, otoneurologue pour être précise, spécialisé dans les troubles de l'équilibre et les vertiges à l'Hôpital Européen de Marseille. Dans cette émission, on commence souvent par un petit peu de définition. Alors, qu'est-ce qu'un vertige ? Alors, un vertige, c'est déjà un symptôme, c'est pas une maladie et c'est une sensation d'illusion de mouvement, l'impression de sentir que l'on tourne autour de l'environnement ou que l'environnement tourne autour de nous et c'est assez désagréable. Quand on parle des troubles de l'équilibre, qu'est-ce que ça regroupe ? Est-ce que c'est la même chose forcément ? Non. On peut avoir des vertiges qui peuvent être intriqués à des troubles de l'équilibre ou des troubles de l'équilibre isolés, des vertiges isolés. Les troubles de l'équilibre, c'est plutôt des sensations comme de tanguer, d'avoir une sensation d'ébriété, d'être dans un bateau. C'est difficile à trouver des mots très précis en français. Il y a des personnes qui viennent nous voir aussi qui se plaignent de mal de transport ou de sensations de gêne dans les ascenseurs ou lorsqu'ils conduisent dans les ronds-points ou le syndrome de l'autoroute, gêné sur les autoroutes. On peut être gêné sur une autoroute ? Ouais, on peut avoir des sensations très désagréables avec des nausées et vraiment une sensation d'illusion de mouvement alors qu'on est en plein mouvement et donc c'est très très angoissant. Voilà. Quelles sont les causes de ces troubles ? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors oui, parce que comme je vous disais, ce vertige ou ces troubles de l'équilibre sont un symptôme et pas une maladie. Donc, il peut avoir différentes causes. On a des faux vertiges qui sont bien réels, mais qui sont d'origine non ORL et non neurologique, comme une anémie par exemple, une prise médicamenteuse. La plupart des médicaments en fait peuvent donner des sensations de vertige. Il peut y avoir aussi des chutes de tension quand on se relève vite. Ça, c'est les faux vertiges. Et après, il y a deux grandes catégories. Les vertiges d'origine ORL, liés à une atteinte de l'oreille interne qui est au fin fond de l'oreille et qui comprend l'organe de l'équilibre. Et quand l'organe de l'équilibre est touché, ça donne des vertiges ou des troubles de l'équilibre. Et puis, il y a une troisième catégorie, l'atteinte plutôt neurologique, dont une grande cause, ce sont des migraines vestibulaires. Mais on a aussi les causes les plus graves, comme les AVC, les tumeurs, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire par migraine vestibulaire ? Migraine vestibulaire, c'est des patients qui sont connus comme étant migraineux et qui peuvent développer, à côté des migraines ou en même temps que des migraines, des sensations de vertige qui peuvent être intenses ou non et qui en tout cas justifient un bilan plus complémentaire. Comment est-ce que ça se soigne ? Comment ? Alors j'imagine comme il y a plusieurs causes, il y a plusieurs manières, mais comment est-ce qu'on soigne si on a des vertiges ? Alors, on soigne en fonction de la cause, effectivement. Ça s'appelle le traitement étiologique, le traitement de l'étiologie. Et puis, il y a des traitements symptomatiques, comme des médicaments antivertigineux. Après, souvent, dans les traitements symptomatiques, on a des traitements anti-émétiques. Pourquoi ? Parce que la plupart des patients qui ont des vertiges peuvent avoir des nausées, voire des vomissements, et c'est ça qui est le plus gênant. Et puis après, le traitement de fond, c'est-à-dire instaurer un traitement pour éviter des crises de vertige en fonction de la cause. Donc ça serait des heures et des heures de discussion si on devait détailler à chaque fois, bien sûr. En quoi est-ce que le quotidien des patients qui sont atteints par ce syndrome peut être compliqué ? Alors, ça dépend si c'est un vertige aigu, c'est-à-dire qui arrive une fois, qui va être responsable souvent d'un arrêt de travail et après une évolution plus ou moins favorable, ou si c'est des vertiges récurrents ou des vertiges chroniques de plus de 3 mois. On comprendra bien qu'un patient qui va présenter des vertiges récurrents ou des vertiges chroniques vont développer, on appelle ça des comorbidités psychiatriques, avec des sensations d'anxiété, voire de dépression, responsables souvent d'un isolement social ou d'arrêt de travail. Et c'est là où nous, on intervient très rapidement pour essayer d'avoir un diagnostic très précoce et grâce à une prise en charge multidisciplinaire atténuer ces symptômes. Donc ça va donner souvent une anxiété qui est tout à fait légitime, c'est comparer une sensation d'étranglement, la sensation de vertige, et donc responsable d'un isolement social, d'arrêt de travail, de traitements ou d'examens qui sont réalisés de façon récurrente parce que le patient, au moins de vertige, il va se rendre au service des urgences et on va lui faire un scanner et une IRM pour vérifier qu'il n'y a rien de grave. Vous faites partie d'une association e-patients qui cherche à impliquer les patients dans leur prise en charge grâce aux nouvelles technologies. Vous avez notamment lancé une application Apo Vertige. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, si je peux me permettre, je n'ai pas lancé cette application. J'ai lancé cette association qui s'appelle ePatient et dont l'objectif est de promouvoir l'accès aux nouvelles technologies pour les patients souffrant de symptômes chroniques. Et dans ce cadre-là, on a demandé à une société qui s'appelle Apothécaire d'aider à la création de cet outil numérique. Donc, c'est pas nous qui avons développé cette application, mais c'est vraiment Apothécaire. Et une petite anecdote, c'est que cette société, qui est une petite PME, a développé une application que j'utilisais pour mes migraines, qui s'appelle Apomigraine, et que je trouvais que c'était un outil tellement magnifique que je me suis dit, je vais essayer en gardant mon indépendance, d'essayer de le développer pour les patients vertigineux. Et ça consiste à donner la possibilité aux patients d'être acteurs dans leur prise en charge, de pouvoir enregistrer en quelques secondes leur crise de vertige pour que nous, médecins, nous puissions adapter le traitement de crise, adapter le traitement de fond et surtout avancer dans le diagnostic. Justement, quel est l'avantage pour le patient, le médecin et puis pour la recherche aussi, j'imagine, parce qu'il y a une partie aussi quand même de recherche. Comme je vous le disais, pour le patient, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir répondre à des questions presque en direct dans les réponses essentielles pour nous sur le diagnostic. Avoir une idée, nous, de la récurrence et d'avoir la description de leur crise pour adapter la prise en charge et pour essayer de les inclure dans des maladies particulières. Et pour la recherche, c'est énorme comme données. Déjà, les données rétrospectives pouvant être analysées pour mieux comprendre ce qu'est la pathologie vertigineuse en France. Et de deux, grâce à cet outil numérique, on va pouvoir lancer des études qu'on appelle observationnelles, prospectives, où les patients pourront rentrer directement en respectant bien sûr les règles éthiques, en rentrant en fait des données sur cet outil pour mieux comprendre leur pathologie vertigineuse. Parce que par exemple, ils peuvent expliquer le contexte dans lequel ils ont eu un vertige, qu'est-ce qui s'est passé avant, oui, c'est ça. Ils répondent à des questions en temps réel. Il a été montré dans la littérature l'importance énorme de l'interrogatoire pour mieux cerner leur vertige, avec des questions essentielles comme les facteurs déclenchants, les signes annonciateurs, l'évolution. Et en pratique, le patient, quand il a des vertiges, il est tellement mal qu'il ne peut pas se poser ce genre de questions. Et quand on le revoit, par exemple, 2 mois après, on va lui demander ces questions, mais il s'en souvient plus. Et donc, d'où l'accès en direct à ce type de réponse. Vous avez déjà beaucoup d'utilisateurs sur cette application ? Oui, on est à plus de 2200 téléchargements et à plus de 15 000 crises vertigineuses enregistrées, avec une application qui est quand même récente, qui est sortie en 2023. C'est une association, on peut vous soutenir dans ce projet ? Avec grand plaisir, justement, on recherche des dons parce que, comme je disais, on garde notre indépendance, donc il n'y a pas de... c'est une application qu'on a voulu rester gratuite, mais pour cela, il faut quand même trouver l'argent quelque part. Et donc, une partie de mon travail et de mon équipe, c'est d'essayer de chercher des donateurs auprès de mécènes pour aider ces patients vertigineux et d'autres patients. Il y a une semaine consacrée au vertige en France, c'était il n'y a pas longtemps, c'était du 14 au 22 septembre. Est-ce que vous y avez participé ? Alors malheureusement, pas cette année, mais bien l'année dernière, parce que cette année, on s'est plutôt, notre énergie s'est dépensée sur l'organisation d'une journée du 23 novembre qui est consacrée aux patients vertigineux. Et pour des raisons d'organisation, je n'ai pas pu faire cette journée le jour de la semaine des troubles de l'équilibre. Mais effectivement, cette semaine est dédiée aux patients qui ont des vertiges sur le plan national et international. Et qu'est-ce que vous avez prévu du coup pour le 23 novembre ? Alors, ça c'est notre 2e édition. Donc, c'était un bébé qui grandit. On va faire rencontrer les patients vertigineux entre eux. C'est gratuit et sur inscription uniquement, donc j'espère que vous pourrez mettre le lien. Oui. Donc pour que les patients qui sont un peu isolés puissent se rencontrer et aussi qu'ils puissent accéder aux travaux récents réalisés par des chercheurs du CNRS qui vont exposer leurs travaux. Donc le matin c'est plutôt studieux et l'après-midi c'est plutôt festif avec des patients vertigineux qui vont faire des prestations musicales, de la danse, et puis après j'ai ma chorale de l'Estac qui vient chanter de l'opéra. Voilà, donc c'est plutôt bon enfant l'après-midi. Donc si ça intéresse nos auditeurs, on mettra évidemment le lien sur notre site rcf.fr en lien avec l'émission. C'est un sujet qui intéresse les gens quand on les alerte dessus, quand on fait de la sensibilisation ? Oui et non. Non, parce que souvent les patients, en tout cas la population générale ne connaît pas ce symptôme. Mais oui, parce que dès qu'ils sont atteints ou qu'un proche est atteint de ce symptôme, c'est la panique à bord et il est difficile de trouver un professionnel de santé. Alors souvent c'est les médecins ORL, mais en premier lieu il faut aller voir le médecin généraliste et après il indique vers les ORL. Mais du fait
comme je vous disais, de l'handicap dans la vie quotidienne des patients, après, ça prend toute la place. Voilà. C'est un symptôme mal connu en France, mal compris ? Oui, c'est un symptôme qui est mal connu et mal compris, plutôt mal connu. Par exemple, on a eu le ministère de la Recherche qui nous a décerné le prix de discipline rare pour la pathologie vertigineuse. Nous, on essaierait de convaincre le ministère de la Santé, en fait, de nous notifier comme discipline rare. On n'est que peu de centres de vertige en France. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, donc, en France, c'est les médecins ORL qui prennent en charge les patients vertigineux. Et nous avons une formation chirurgicale sur tout notre internat. Et donc, on peut comprendre que des patients angoissés qui demandent beaucoup de temps, pour lequel il n'y a pas besoin ou très peu besoin de geste chirurgical, on n'est pas beaucoup à les prendre en charge. Donc oui, on est très peu à les prendre en charge, mais heureusement, on est tous soudés, on travaille avec les kinés de l'équilibre, les médecins généralistes et les neurologues, et ça nous aide beaucoup. Parce que pourtant, on connaît, je pense, tous des gens qui ont fait un malaise, ou on en a peut-être, ou un vertige, qui ont eu un vertige, ou même soi-même, on en a peut-être ressenti un. Comment ça se fait que ce soit si peu ? Alors vous le disiez, il y a effectivement peut-être moins besoin de gestes chirurgicaux, mais ça peut paraître étonnant que ce soit finalement un sujet si rare. Ouais, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres symptômes. Il y a beaucoup de maladies qui sont plus attirées dans les médias. Mais c'est souvent les médias. Si les médias s'en emparent, le vertige va être connu. Mais c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être ici. Parce qu'il faut ne pas hésiter. Si vous avez une sensation vertigineuse, d'aller voir votre médecin généraliste. Il faut savoir qu'un patient de sexe masculin en particulier, de plus de 50 ans, qui présente une instabilité ou un vertige d'apparition brutale est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Donc ne pas laisser ce symptôme comme ça et aller voir au moins son médecin généraliste. Ne pas le sous-estimer. Non, ne pas le sous-estimer. Merci beaucoup, docteur Maya Elzière. Je rappelle que vous êtes médecin ORL spécialisé dans les troubles de l'équilibre et des vertiges au centre des vertiges justement de l'hôpital européen de Marseille. Merci d'être venu nous en parler et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.